Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques. Bonjour à tous, c'est Dr Yann Ajmo qui vous parle. Aujourd'hui, on a un podcast extrêmement intéressant avec un de mes collègues, Dr Daniel Codd. Je vous rappelle que moi, je pratique depuis environ une quinzaine d'années les soins intensifs à temps plein et que je suis au CIUS de l'Est de l'île de Montréal à l'installation Santa Cabrini depuis les 8 dernières années. Alors, je suis en compagnie d'un de mes collègues. Je suis extrêmement content de le recevoir aujourd'hui. Alors, Dr Daniel Codd. Bonjour, Daniel. Bonjour Yann. Ça va bien aujourd'hui? Oui, très bien. Alors, avant de commencer dans le vif du sujet, veux-tu nous parler un petit peu de toi, que les gens, mes auditeurs te connaissent? Donc, moi, je suis interniste avec une pratique en médecine interne ici à Santa Cabrini et aussi un volet soins intensifs. Donc, j'aime bien mélanger mes deux passions. Donc, je trouve que ce thème joue bien dans mes intérêts. Parfait, excellent. Puis oui, c'est toujours agréable de travailler avec toi. On a toujours des excellentes discussions sur plein de sujets. Fait qu'aujourd'hui, on a une discussion intéressante. C'est quelque chose que les médecins qui font des soins intensifs font un peu moins, beaucoup plus dans l'apanage des internistes. C'est l'évaluation préopératoire en situation de chirurgie urgente. Alors, j'aimerais ça qu'on en parle aujourd'hui parce que ça m'arrive souvent d'avoir un patient, par exemple, un chirurgien va m'appeler, il va me dire, exemple, j'ai un patient avec une péritonite intercorale, une perforation du côlon, puis je voudrais l'opérer rapidement, puis peut-être que je vais avoir besoin de toi. J'aimerais ça que tu viennes l'évaluer un petit peu avant qu'on rentre au bloc opératoire. Puis des fois, je me fie à mon expérience, mais j'ai pas toujours une manière structurée. Fait que c'est ce genre de choses-là que j'aimerais ça qu'on parle ensemble. Fait que pour commencer, est-ce que tu aurais une marche à suivre de base, une manière de voir les choses, d'approcher ton patient qu'on te demande en consultation pour ce genre de situation-là? Donc, pour moi, l'approche générale d'une évaluation préopératoire, c'est vraiment de comprendre et de saisir le contexte dans lequel nous opérons, sans faire de blagues. Et le concept étant qu'il faut vraiment comprendre et voir le patient un peu comme un pont. Et la chirurgie, c'est comme un camion qu'on veut passer sur le pont. Chacune des poutres qui soutient la voie, c'est comme les différents grands systèmes. Donc, on peut penser cardio, pneumo, endo, néphro, etc. Et ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est voir la solidité de ce pont-là dans tous ses volets et de prendre en compte, dans le fond, tous les médicaments, tous les antécédents du patient. Et même si on est en situation d'urgence, même si on n'a pas vraiment d'opportunité de nécessairement optimiser les choses à cause des contraintes de temps, c'est important de reconnaître un risque pour pouvoir gérer un risque. Et c'est un peu ça le concept de base de la médecine préopératoire. Donc, on appelle ça de la gérance de risque. OK. Est-ce que, comparativement à tous les cas d'évaluation préopératoire que tu fais de façon élective, quand tu es dans une situation d'urgence, c'est quoi les grands principes généraux différents comparativement à ton évaluation élective? Sur quoi tu vas plus focusser? Donc, évidemment, si on se réfère à toute la littérature préopératoire, le concept, c'est d'essayer de justement identifier ces différents poutres-là, de voir les failles, les faiblesses et d'essayer d'optimiser. Donc, optimiser un MPOC pré-op qui va se faire opérer dans 2 mois, c'est très différent que quelqu'un qui va se faire opérer dans 2 heures. Mais quand même, l'identification de la faiblesse et la quantification de la sévérité de cette faiblesse-là est essentielle dans les bons soins post-opératoires et même intra-opératoires du patient. OK. Pour le bénéfice de nos auditeurs, est-ce que tu as certaines références qu'on va pouvoir mettre là, dans les notes du balado là, pour le bénéfice de tout le monde? Est-ce que tu aurais quelques références à nous suggérer qu'on peut lire pour nous donner peut-être une marche à suivre? Là, même si c'est de l'électif en général, je suis sûr que ça peut nous aider dans les cas urgents. Donc, c'est sûr qu'il y a les grandes sociétés, par exemple, les sociétés cardiovasculaires, la Canadian Cardiovascular Society et aussi l'American Heart Association produit des lignes directives qui sont souvent mises à jour à tous les 2 ans pour l'approche périopératoire. Mais dans le fond, dans la majorité de ces lignes directives, et même si on regarde pour le pulmonaire et d'autres système. Le concept, c'est aussitôt qu'une chirurgie est urgente,
on procède avec l'opération. Mais dans le fond, c'est pas parce qu'on procède avec une chirurgie urgente qu'on peut pas l'avoir quand même à un certain niveau élective. Et je m'explique. Le concept, c'est même si la situation est urgente et nécessite une chirurgie urgente, la décision de l'anesthésiste d'endormir un patient et d'un chirurgien de procéder à un acte opératoire demeure toujours à un certain niveau électif. Ouais. Et avant de procéder, des fois, il y a quand même des choses qu'on peut faire pour justement améliorer soit la technique anesthétique qui va être utilisée pour approcher l'acte chirurgical, ou encore des fois discuter avec le chirurgien pour modifier la procédure en conséquence d'une faiblesse visée. Okay. Un exemple plus concret, par exemple, serait un patient qui aurait une hernie inguinale incarcérée, mais qui a un MPOC Golds très sévère. Donc, VMS là, à 28% ou 2 à domicile. C'est le dernier patient que tu veux essayer d'endormir. Donc, anesthésie générale dans ce contexte-là serait problématique. On peut tous comprendre pourquoi. Et des fois, en parlant avec le chirurgien, on peut trouver des fois des solutions. Par exemple, ce genre de chirurgie-là peut se faire sous anesthésie neuroaxiale, mais il s'agit de la faire ouverte. Donc, des fois, en parlant avec l'anesthésiste, le chirurgien, même dans le contexte aigu, on peut des fois gérer un risque perçu en faisant des modifications qui peuvent vraiment faire la différence en post-op. OK. Ça veut dire que même si c'est dans un contexte urgent, tu essaies de garder une pensée élective dans le but d'optimiser tout ce que tu peux faire pour améliorer les chances du post-opératoire et du péri-opératoire, en fait, de bien fonctionner. C'est ça. Dans le fond, c'est le même processus que je fais dans ma clinique de pré-op quand je vois des patients arriver tout habillés en chemise pour me voir et qui vont bien, que j'applique aux patients en civière qui est en situation aiguë. OK. Alors, si on y va avec un peu plus dans les détails pour que, au fond, c'est ce qui nous intéresse le plus, là, il y a toujours les mêmes questions qui reviennent quand j'ai un résident, par exemple, puis on doit opérer un patient, mais il me vient toujours avec les mêmes questions. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ce médicament-là? Comment on fonctionne? Fait qu'on va les passer un après l'autre, puis tu vas me donner un peu ton opinion. Qu'est-ce qu'on doit faire? De quelle manière on doit réfléchir et agir avec ça? Par exemple, tout le volet anticoagulation, antiplaquettaire. Comment tu réagis, comment tu deals avec ça? On est conscient qu'il faut l'opérer, le patient, donc on n'a pas le choix. Mais comment tu gères tout ce côté-là anticoag, antiplaquettaire? Donc, l'approche de cesser ou encore de procéder avec une chirurgie avec la présence d'anticoagulation ou d'antiplaquettaire dépend vraiment de la nature du cas, l'urgence perçue de l'acte chirurgical et aussi du risque de saignement. Donc, à titre d'exemple, tout ce qui est neurochirurgie ne peut pas se faire anticoaguler, peu importe la situation, dans le fond, sauf si c'est pour évacuer un hématome, ce qui est un autre contexte. Donc c'est sûr que ça, puisque le saignement peut arriver dans un lieu clos, c'est vraiment dans des cas exceptionnels qu'on pourrait dire on va transfuser des plaquettes pour le patient qui est sur Plavix et procéder avec une neurochirurgie, par exemple. Il va de même pour des chirurgies, par exemple endoscopiques, gynéco-urinaires, où on peut pas comprimer le site chirurgical. Donc, il faut toujours un peu penser au pire des situations puis dire qu'est-ce qui va arriver si ce patient-là saigne. Donc, quelqu'un qui saigne dans un espace clos ou dans un espace non comprimable ou facile d'accès, c'est des situations post-op qui peuvent mettre la vie en danger. Puis là, il faut faire vraiment un équilibre entre le bénéfice de procéder avec l'acte chirurgical en présence d'anticoagulants antiplaquettaires versus reporter la chirurgie et gérer les conséquences de cette annulation ou de ce changement de cap. OK. On sait qu'il y a certains médicaments qu'on a des antagonistes au traitement. On en a d'autres qu'on n'en a pas. On sait que avec le Coumadin, la warfarine, ça va quand même bien. On a la vitamine K, on a les plasmas frais congelés, on a le Beriplex, les complexes prothrombotiques, ça va bien. Mais pour ce qui est, c'est quoi ton opinion par rapport, par exemple, aux antiplaquettaires là, de type dabigatran puis le ticagrelor, le Brilinta? Alors toi, qu'est-ce que tu fais? Comment tu agis avec ça? C'est ça. Donc, il y a beaucoup de nouveaux
nouveaux arrivants sur le marché qu'on voit depuis 10 ans dans le monde cardiovasculaire, et ça posait un grand problème pour justement cette clientèle-là qui est en chirurgie urgente. Comme tu le sais bien, Yann, à notre centre, on est un centre d'orthopédie important, donc beaucoup des chirurgies urgentes qu'on me demande de voir, c'est des fractures, souvent de la hanche, fémur, qui ont besoin de chirurgie. Oui, urgente, mais c'est pas urgent comme une péritonite stercorale comme tu avais cité tout à l'heure. Donc là, dans des cas comme ça, je trouve ça encore plus important d'utiliser son jugement. Donc, tout patient sur Coumadin, est-ce qu'on va les envoyer au bloc opératoire en leur donnant du Beriplex avec tous les risques potentiels procoagulants du Beriplex qu'il ne faut pas oublier. Donc, tous ces concentrés de prothrombine qu'on donne peuvent engendrer des ACV ou des événements thrombotiques. Alors, c'est sûr que là, il faut utiliser un peu de jugement. Et des fois, et souvent, dans le contexte, par exemple, orthopédique, on va donner plus vitamine K et attendre un 48 heures pour permettre le Coumadin de perdre son effet naturellement plutôt que de provoquer des choses. En ce qui est trait aux antiplaquettaires, anciennement, on attendait très longtemps pour tout ce qui était Plavix, Brilinta, tout ça. Et la démarche, c'était d'attendre 5 à 7 jours. Mais 5 à 7 jours avec une fracture non opérée, les études ont finalement démontré que c'est beaucoup plus de morbidité que de procéder avec un risque saignement qui, avec une technique chirurgicale améliorée. Par exemple, les clous gamma qui sont en train de mettre, qui sont des prothèses qui sont de plus en plus utilisées, c'est des incisions relativement petites et beaucoup moins invasives que anciennement on faisait beaucoup plus de prothèses, endoprothèses cimentées. Donc, je pense aussi il y a le côté chirurgical qui s'améliore, qui affecte notre décision. Oui, on voit que les chirurgiens sont moins en moins frileux d'aller opérer avec les antiplaquettaires de ce type de génération-là, effectivement. Puis je suis content que tu le rapportes. Tantôt, tu parlais par exemple, comme du Beriplex. Oui, il y a des risques prothrombotiques. On le sait qu'il y a du 2, 7, 9, 10, mais il y a de la protéine C, protéine S qui soi-disant vient un peu contrebalancer ça. Mais malgré tout, là, moi, personnellement, j'en ai vu des patients qui ont eu des événements de type CAIO, là, coagulation avec ça, même si, oui, il y a du protéine C, protéine S dedans. Par rapport au NACO, c'est quoi ton approche là? Parce que là, c'est une autre histoire, puis ils ont vraiment sorti ça sur le marché rapidement sans aucun antidote. Hein, d'une certaine manière, on sait, on l'attend. On se fait dire qu'ils sont en phase 3. Ça fait 2 ans qu'on se fait dire qu'ils sont en phase 3. On l'attend toujours, puis ça va aider pour le fonds d'Aparinux aussi, mais pour l'instant, on n'a pas rien là-dessus. Alors, il faut avoir une approche qui est systématique. Là, c'est quoi ton approche, toi, par rapport à ça? C'est ça. En fait, ce qui est ironique dans l'histoire des NOAC, c'est qu'ils ont sorti l'antidote pour le Pradax Bind, pour le dabigatran, mais les gens ont arrêté d'utiliser le médicament qui maintenant peut être antagonisé. Tout à fait. Alors, donc, je trouve ça un peu triste dans le monde de notre clientèle en attente de chirurgie urgente. Alors, nous attendons encore le Adnexet Alpha qui devrait venir dans la prochaine année. Et là encore, on parle d'une protéine récombinée qui est perfusée en bolus et ensuite en perfusion avec des effets secondaires d'anaphylaxie et immunologique, un profil immunologique d'hypersensibilité qui peut être un petit peu contraignant. Et aussi un prix qui va être très contraignant. On parle d'un médicament qui potentiellement coûtera jusqu'à 20-25 000 $. À l'image du Praxibind, hein? Oui, tout à fait. exactement. Ouais, c'est ça. Okay. Donc, pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut faire? Si la chirurgie, pour revenir à l'exemple de la péritonite, est clairement urgente. Donc là, il n'y a plus de questions, il n'y a plus de questionnement. Est-ce qu'on opère, est-ce qu'on n'opère pas? Là, c'est clair, on opère, on n'a pas le choix. Nous procédons avec des facteurs de risque pour le saignement. Donc là, la question à se demander, c'est d'évaluer c'est quoi la fonction rénale du patient. Donc, l'Eliquis, le Xarelto, le Lixana, qui sont rarement utilisés, mais peut-être avec le temps plus, c'est des médicaments qui sont des anti-10A, agonistes orales. Ils sont éliminés tous par le rein, mais à différentes proportions. Donc, l'Eliquis est éliminé moins par une élimination rénale moindre que le Xarelto. Donc, ça, c'est une autre chose que je vais garder en tête. Parce que s'ils opèrent et le patient se met à saigner post-op jour 1, ben, si le patient est sur Eliquis avec une fonction rénale normale, je sais qu'ils vont éliminer leur Eliquis plus rapidement, naturellement.
L'autre chose en extrême, c'est d'essayer de donner des concentrés de prothrombine, donc comme le Beriplex, mais on fait pas ça d'habitude en prévention. C'est seulement si un saignement se développe en post-op, où là, on donne du prothrombine activé, ce qui va maintenir la coagulation plus loin que le blocage induit par le NOAC. D'après toi, l'utilisation de prothrombine activée comme ça dans un saignement dû au NACO ou NOAC, c'est quoi le taux d'efficacité? Qu'est-ce que tu es capable de me dire par rapport à ça? Est-ce que on a des chiffres là-dessus ou c'est plutôt dans ton expérience personnelle? Qu'est-ce que tu vois? Non, il faut donner une quantité importante. Donc, minimum, on parle 3000 unités, mais d'habitude, on peut donner jusqu'à 6000 unités. L'efficacité est évidemment pas aussi bien que le Adnexid alpha qui va sortir bientôt. Mais peut aider à temporiser les choses. C'est environ, je sais pas un chiffre franc pour vous dire c'est exactement 30 ou 40%, mais c'est définitivement pas un effet non plus vécu par... c'est pas un effet non plus qui va se maintenir longtemps. À long terme. Donc, c'est ça aussi l'affaire. Donc, des fois, on peut avoir une hémostase initiale, puis ensuite un rebond de saignement. Un peu comme tous les antidotes, hein. Le Narcan par rapport aux narcotiques, c'est la même histoire, là. La durée est toujours beaucoup plus courte. Les médicaments sont dialysables, donc il y a toujours ce concept-là à garder en tête. Donc, en post-op, on pourrait toujours considérer une dialyse d'urgence avec, je crois, un filtre spécial, mais ça, je le laisse à mes néphrologues. Puis probablement que les thérapies de remplacement rénal plus lentes, comme la CVVH ou comme le SLED, seraient plus appropriées dans ces circonstances-là, vu que le patient probablement risque d'être instable s'il saigne là, à ce moment-là. Moi, c'est extrêmement intéressant au niveau des antiplaquettaires, anticoagulation. On pourrait en parler, je pense, un balado, un podcast au complet. Y a-t-il d'autres choses que tu voudrais rajouter sur les antiplaquettaires? Oui, c'est ça. Donc, au niveau des antiplaquettaires, des fois, ce qu'on peut faire pour temporiser une situation, si déjà on perçoit un facteur de risque de saignement élevé, donc un patient qui est déjà anticoagulé et qui prend un antiplaquettaire, qui va pour une chirurgie urgente, c'est de donner comme environ 10 unités de plaquettes pré-op. Le concept étant de donner des plaquettes fonctionnelles qui n'ont pas vu de Plavix ou Brilinta, etc. Et de pouvoir maintenir une certaine hémostase. Il y a un peu de controverse là-dessus. Il y en a qui disent que ça n'a jamais été étudié, mais en même temps, la logique biologique est là, physiologique est là. Donc, moi, dans ma pratique, j'ai tendance à préconiser cette utilisation. Oui, tout à fait. Je fais la même chose que toi. Ça plaît à l'esprit. Par contre, il faut juste être conscient que vous devez donner vos plaquettes quelques minutes avant l'incision parce que dans les heures qui vont suivre, vos plaquettes vont être inactivées là, par la médication. Dernier petit point pour tout ce qui a trait aux plaquettes, c'est les patients qui sont en fin de stade de maladie rénale, donc les pré-dialyses et les dialysés. Une autre chose à garder en tête, c'est le DDAVP. Donc le DDAVP, c'est un hormone qui mimique le ADH qu'on produit naturellement, mais a aussi un effet de permettre l'endothélium du réseau vasculaire de relâcher tout son facteur von Willebrand. Alors, d'habitude, on donne environ 20 unités ou 0.4 unités par kilogramme et on donne ça juste avant l'opération pour tous les patients qui sont urémiques parce que l'urémie a tendance à créer une dysfonction de cette mécanisme physiologique. Donc, c'est très important aussi si on vous appelle pour un patient qui a une insuffisance rénale stade 4 ou stade 5, de penser à donner une dose de DDAVP. OK, le patient qui est en choc septique puis qui n'est pas connu avec une fonction réelle à diminuer, mais que là, il est en choc et que là, sa créate est élevée puis son urée est élevée, est-ce que tu vas avoir la même approche? Puisque la physiologie d'insuffisance rénale est aiguë et non chronique, cette dysfonction est moins bien ancrée. Donc, en général, c'est moins indiqué. C'est vraiment pour la clientèle chronique. Parfait. C'est vraiment intéressant. Tu vois, je la connaissais pas, cette subtilité-là. Je te remercie beaucoup, Daniel. C'est vraiment intéressant. On va passer à une autre classe de médicaments
qu'on voit beaucoup dans nos patients, surtout nos patients MCAS, ceux qui ont des arythmies. Qu'est-ce que tu penses de l'approche avec les bêta-bloqueurs dans les patients qui vont se faire opérer puis qui sont connus avec une maladie cardiovasculaire ou avec une arythmie puis qui sont en choc, par exemple? Est-ce que tu vas avoir tendance à vouloir les donner, à les arrêter, à même augmenter ta dose? Qu'est-ce que tu fais? Parce qu'on le sait que dans les électifs, on le voit souvent. Ne pas oublier de donner le bêta-bloqueur le matin de la chirurgie. Mais là, dans un contexte aigu, qu'est-ce que tu fais avec les bêta-bloqueurs? Donc, c'est sûr que là, on extrapole la littérature de clientèle élective. Donc là, on regarde tous les patients qui sont en électif et qu'est-ce qui est bon pour leur résultats cardiovasculaires, pour diminuer le taux d'événements cardiovasculaires. Et logiquement, donner le bêta-bloqueur pour protéger quelqu'un, pour diminuer la fréquence cardiaque, diminuer la contractilité et le débit cardiaque et l'intensité de la charge perçue par le cœur, c'est très logique. Donc, pendant de longues dates, il y a eu des études, on peut en être fier parce que c'est une étude canadienne, là, l'étude POISE, P-O-I-S-E, qui a vraiment démontré que même l'initiation d'un bêta-bloqueur en pré-op, donc chez un patient qui a un risque cardiovasculaire perçu élevé, diminue de manière notable les événements post-op. Le reste à savoir, chaque fois qu'on regarde un contexte électif et on essaye d'extrapoler un contexte aigu, c'est un peu difficile parce que quel est un événement cardiovasculaire en électif? Ils appellent ça des myocardial injury après chirurgie non cardiaque. Et le dommage de myocardial injury, on ne parle pas de myocardial infarction, on ne parle pas d'infarctus du myocarde, c'est juste une troponite. Donc nous, dans le contexte critique, lorsqu'on voit une troponite, on dit non-STEMI type 2, troponite. Straining de ton ventricule droit. Donc là, il faut se demander, si on travaillait tellement fort dans le contexte électif, d'éviter des MINS, donc des infarctus, des myocardial injury et non myocardial infarction, d'une significance peut-être incertaine, est-ce que c'est réellement logique de commencer à vouloir donner des bêta-bloqueurs et de baisser un peu le profil hémodynamique d'un patient en essayant d'extrapoler ce concept-là? Mm-hmm. Donc, moi, je serais d'avis que de donner des bêta-bloqueurs, soit sous forme d'esmolol ou métoprolol intra, ça doit être fait de manière judicieuse et surtout jamais en baissant la TAM. Parce qu'en fin de compte, la perfusion coronarienne est plus importante en termes de pression de perfusion qu'en termes de demande d'utilisation. Mm-hmm. Parfait. Puis en passant, tantôt tu parlais de l'étude POISE, on va les mettre la référence dans les notes en balado. Je finirais le côté de bêta-bloqueur en ajoutant que on a parlé beaucoup là pour les maladies cardiaques, la perfusion, c'est tout à fait raison, je suis totalement d'accord avec toi. Par contre, dans les cas d'arythmie, là, j'aurais un trigger beaucoup plus rapide de donner le bêta-bloqueur parce qu'on sait que si le patient est connu FA, puis est en rate control, puis il roule à 65 en flutter ou en FA, puis que là, il roule à 130 en FA après, on va vraiment être mal barré là, avec le patient. Donc, à ce moment-là, je pense que c'est encore plus judicieux de poursuivre l'anti-arythmique ou le chronotrope négatif que le patient prend. Et absolument. Puis j'aimerais aussi vous référer un peu à l'algorithme qui, selon moi, c'est un peu la pierre angulaire de la médecine pré-op moderne en termes de risque cardiovasculaire. Puis c'est vraiment on pourrait l'inclure à la fin du balado. Mais c'est un algorithme qui est créé par l'Association américaine du cœur, l'American Heart Association. Et clairement, même si la chirurgie est dite urgente, si le patient a une condition cardiaque aiguë active, c'est-à-dire infarctus aigu, insuffisance cardiaque décompensée réfractaire, arythmie réfractaire ou maladie valvulaire critique, c'est une indication pour peut-être reporter une chirurgie, même si elle est vue urgente. Donc, je vais vous donner un exemple. Fracture de la hanche, pour revenir à quelque chose qui est, on peut dire, urgent, mais quand même semi-urgent, mais qui, à l'auscultation cardiaque en pré-op, démontre un souffle qui n'était pas connu, vraiment aigu, là, comme la voiture qui essaie de démarrer en hiver, là, avec un timbre très élevé et avec
avec des signes de sévérité. On fait un écho pré-op et on voit que c'est une maladie aortique critique, de sténose aortique critique. C'est une indication de remettre en question le bien fondé de procéder à l'opération. Et j'ai déjà référé des patients pour des procédures de TAVI pré-op, OK? Pour ensuite procéder à l'opération. Pour faire l'opération. Oh my God, OK. Oui, ça retarde un peu, mais ça améliore les chances de réduire la morbidité et la mortalité des patients. Donc, il faut quand même des fois penser un petit peu loin pour vraiment éviter un arrêt cardiaque intra-op ou post-op. C'est vraiment intéressant tout ça, tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, Daniel. Naturellement, c'est toujours plus long quand on parle avec un interniste. C'est un peu comme vos notes, hein. Fait qu'on va devoir aujourd'hui finir la première partie, puis on se revoit pour une deuxième partie. D'accord avec ça, Daniel? Absolument. À bientôt. L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.